m'appelle Amal Tahir et du coup, je suis écrivaine avant tout. Donc, j'écris mes propres livres, donc 5 en français. Je suis aussi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, donc je vais un peu mélanger différents aspects, différents domaines de ma vie professionnelle, donc notamment le fait d'être thérapeute de couple, le fait de parler beaucoup de société, d'amour, de la trentaine, du temps qui passe, etc. Donc d'écrire des livres via ces sujets-là. Et je vais mélanger un petit peu tout ça avec évidemment ma passion pour la mode, pour créer du contenu qui est vraiment adapté pour les meufs qui ont la trentaine, qui se posent des questions sur leur vie, parce qu'on a beaucoup de doutes quand on a 18, 19, 20 ans, mais on en a tout autant à 30 ans, donc voilà. Et de tout ça, j'ai créé un podcast qui s'appelle Garce Thérapie, et qui va venir un peu parler aux femmes de, pareil, tous les sujets que je viens d'énumérer. Donc je vais vraiment aborder des sujets liés à l'intime, à la psychologie, au développement personnel, mais à ma façon. Merci. Je t'en prie. Ma prochaine question, je sais que maintenant vous êtes arrivé à un moment de votre carrière où vous avez réuni une communauté de plus de 100 000 personnes très bienveillantes, très investies dans votre carrière, dans votre parcours. Et on est là aussi, le thème de cet événement, c'est le feu intérieur. Et donc vous dites, moi mon feu intérieur, c'est ma boussole. Donc j'imagine que votre feu intérieur vous a conduit à faire toutes ces choses et à arriver à ce point-là de votre vie, de votre parcours. Comment a été-il vecteur de motivation ? Alors en fait, je pense qu'on a tous ce feu intérieur, c'est-à-dire qu'on a des envies, des rêves, des choses. Et moi, j'ai toujours absolument voulu me faire guider par ça. Quand je dis que c'est ma boussole, c'est dans le sens où quand je dois faire quelque chose ou prendre des décisions au niveau du professionnel notamment, je vais toujours me demander est-ce que c'est aligné avec mon feu intérieur, donc toute cette envie de réaliser mes rêves que j'avais en débutant ma carrière au milieu, début de vingtaine, en me disant ok, est-ce que c'est aligné, est-ce que ça m'apporte de la joie, est-ce que ça m'apporte de l'excitation, est-ce que c'est aligné avec ce qu'il y a à l'intérieur de moi, ce qu'on est en train de me proposer là, ou ce que je vais faire. Et généralement, on regrette très peu quand on écoute sa boussole intérieure, je pense. Et est-ce qu'on peut parler des débuts de votre carrière ? Est-ce que vous avez débuté avec déjà une communauté, avec déjà beaucoup de ressources ? Pas du tout. Non, absolument pas. Alors moi, vraiment, j'ai été élevée par des formidables parents, mais qui, en effet, issus de l'immigration. Enfin, moi, je suis issue de l'immigration, mes parents aussi. Donc, ce qui fait qu'ils n'avaient pas spécialement des contacts, des moyens. Ils n'avaient pas du tout un carnet d'adresses tout prêt qui allait pouvoir être transmis pour moi, pouvoir bâtir ma carrière. Donc, j'ai vraiment dû commencer vraiment à zéro. Alors, tout le monde a des privilèges à son niveau, évidemment. Donc, voilà, j'ai eu le privilège de pouvoir faire des études, de pouvoir... voilà. Donc, moi, j'ai commencé par des études de sage-femme parce qu'il y a un point un peu de vouloir rendre fiers ses parents, donc de faire quelque chose que ils pourront aussi se dire ok, t'as fait un truc, vous connaissez les parents, souvent c'est avocat ou médecin quoi, et du coup j'avais vraiment envie de faire quelque chose de assez général et qui en même temps les rendait fiers et en même temps moi me plaisait. Mais très vite, durant mes études de sage-femme, j'ai très vite compris qu'il manquait quelque chose et que j'avais une sorte de liberté très forte qui m'appelait. Et j'avais vraiment un désir d'aller plus loin. Et bizarrement, on revient toujours aux premiers amours, aux premiers instincts, parce que le tout premier jour de mes études de sage-femme, donc après avoir passé tout ce qui a passé, la première, la deuxième année, j'étais vraiment en sage-femme. Je me rappelle avoir posé la question... à la prof référente, en lui demandant, voilà, est-ce qu'il n'y a que l'hôpital ou en libéral, ou est-ce qu'on peut construire des empires financiers, voilà, en étant sage-femme. Et je me rappelle que ça l'avait vraiment fait rire. Elle disait, mais pas du tout, soit tu travailles à l'hôpital, soit tu travailles en libéral, t'as pas 1000 options. Et je me rappelle de la frustration que j'ai ressentie en me disant, ok, je l'ai rangé dans un petit tiroir, et je me dis, je vais voir, je fais mes années de sage-femme, je verrai après. Et après, du coup, j'ai réussi un peu à le faire à ma manière et à inventer un peu mon job, finalement. Et donc, vous parlez d'empire. Donc, vous aviez déjà l'envie, en fait, de ne pas forcément faire un travail lambda, mais vraiment de créer quelque chose, d'entreprendre, en fait. Oui, tout à fait. Je savais que je voulais vivre de ma passion, de manière vivre quotidiennement et vivre financièrement en me disant j'ai envie de construire quelque chose qui tient la route et qui, moi, me permet de vivre confortablement et d'être heureuse quand je me lève le matin et de faire vraiment un truc. En fait, j'ai une passion pour le fait de, quand j'explique ce que je fais dans la vie,
que ça soit un peu compliqué pour l'expliquer, parce que ça veut dire que j'ai atteint mon objectif, parce que j'avais pas envie de faire, même si c'est tout à fait très respectable et tout à fait très cool aussi. Je pense que ça dépend vraiment de notre personnalité et nos envies. Un truc très classique où voilà, c'est un peu répétitif, souvent la même chose, parce que j'ai très vite compris que je m'ennuyais très vite et que j'avais besoin d'être stimulée et surtout de bâtir des choses de zéro en fait. En plus, là, vous dites de vivre de ma passion, mais en fait, là, ce qui est trop bien, c'est que vous vivez de vos passions, oui, parce que vous faites tellement de choses. Oui, tout à fait. C'était laquelle la première, c'était l'écriture? Ouais, c'était l'écriture. Parce que je sais que vous n'avez pas grandi en France. C'est ça. Donc là, vous êtes écrivaine française. C'est ça. Vous ne parliez pas français? Non, pas du tout. Comment on fait? Comment on s'y prend? Comment on réussit à faire 5 livres? Ouais. Oui, c'est ça. En fait, moi, ma langue maternelle, c'est l'italien. Et du coup, en fait, j'ai grandi en Italie. Et donc, j'ai appris le français il y a 12 ans maintenant. Et c'est vrai que moi, je savais que je voulais être écrivaine depuis toujours. Pour moi, c'était une évidence. Évidemment, c'est dur de le dire à ses parents, je veux être écrivaine, c'est très vague, c'est comme peintre, comme tout ce qui est artistique est très vague dans la tête des parents, surtout qu'ils ont ce truc il y a cette notion de sacrifice des parents, donc on a vraiment envie d'aller dans leur sens parce qu'on veut vraiment leur donner ce pourquoi ils ont tant souffert. Donc je gardais ça un petit peu caché, mais j'ai toujours écrit depuis... je dis souvent que j'écrivais avant de parler, limite, parce que j'ai toujours écrit, j'ai toujours eu des carnets, j'ai toujours gribouillé, j'ai toujours écrit. Et j'empruntais des livres, enfin voilà, à la bibliothèque, à la librairie du coin. Et, en italien? Oui, en italien. Et en fait, arrivé en Belgique pour ma part, la première fois où j'ai vécu dans un pays francophone, c'était à Bruxelles. Et c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas prête de m'asseoir sur le fait d'écrire. Ma langue maintenant va être le français, je vais étudier en français, je vais avoir une carrière en français. Donc il faut que je mette un peu les bouchées doubles pour ça. Et du coup, c'était matin, midi, soir, livres, films, séries. Enfin, j'ai vraiment intensifié le truc pour vraiment bien apprendre. Et du moment où vous avez commencé à étudier le français, vous avez mis combien de temps pour écrire votre premier livre en français? Alors, j'ai mis 5 ans. Ok, trop cool. Garce Thérapie. Ouais. Ce que je trouve génial dans ce podcast, qui est vraiment différent des autres, déjà, il n'y a pas d'intro. Enfin, vraiment, c'est... On allume le micro. Comme à la maison. Comment vous avez arrivé? Est-ce que c'était une volonté de créer... En fait, pour moi, c'est une safe place. C'est vraiment... Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, vraiment faites-le, parce que c'est génial. En fait, moi, j'ai l'impression que vous êtes ma meilleure copine, déjà. Ouais. Enfin, c'est vraiment ça. Comment vous avez réussi et eu l'idée de créer cette forme de safe place, de ce podcast Franchement, merci, mais c'était pas du tout voulu. C'est-à-dire que, en fait, vraiment le cliché de l'écrivaine, mais je suis très nulle en technologie. J'ai beaucoup de lacunes et en fait, j'ai vraiment voulu avoir un podcast. Je sentais que c'était un format qui me parlait beaucoup, mais je sentais aussi que j'avais pas envie de faire du montage et que moi, en fait, quand j'écoute les podcasts des autres, je pense que toute personne qui écoute des podcasts fait ça. Les premières secondes, tout le monde fait plus 15 parce qu'on sait ce que ça va être. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, moi, en tant que consommatrice, je zappe. 2, j'aime pas le faire. Autant en faire un concept. Parce qu'en fait, tout peut devenir un concept. Et tant qu'on assume à 100% ce choix-là, tout peut devenir iconique et incroyable. Donc, en fait, je me suis dit, je vais juste allumer mon micro, parler. Et au pire, si je me trompe, il n'y a pas besoin de le couper au montage parce que tout le monde se trompe quand on parle. C'est rare les gens qui ont un discours très long de 40 minutes sans jamais se reprendre. Au pire, je pourrais même expliquer pourquoi je me reprends, pourquoi j'étais trop vite dans ma tête. Et ça me donne l'occasion d'aborder plusieurs sujets. Et du coup, voilà, c'est comme ça que Garce Thérapie est devenu très accessible. Et le but, c'est vraiment de passer un bon moment, de ne pas culpabiliser, de ne pas se dire je suis pas normale, mon Dieu. Et moi, j'avais souvent ça avec les créatrices de contenu de base. Je me disais souvent, je suis pas normale. Voilà, quand on passe notre journée à regarder quelqu'un qui a une vie parfaite, quelqu'un qui a le temps de faire des millions de choses, on se dit, non mais c'est pas normal, je gère très mal mon temps, j'ai un problème. Et moi, je voulais quand même que le podcast rappelle aux femmes qui le consomment que t'es normal et qu'on a toutes plein de choses qui se passent dans nos têtes. Moi, je n'avais pas spécialement envie d'orienter mon contenu uniquement body positive. Donc voilà, tous les poids sont beaux, tous les corps sont beaux. J'aime beaucoup le concept et je suis contente que des femmes l'aient fait parce qu'on en a vraiment besoin. Mais moi, j'avais plus envie de faire ça pour le mental, de dire voilà, ça arrive de réécrire à son ex, ou ça arrive de vivre des ruptures amicales, ou ça arrive de ne pas savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Donc c'était rendre accessible ce qui se passe dans la tête des gens. Merci. Je t'en prie. Et pour toutes celles et ceux qui sont tout jeunes et qui aimeraient se lancer et vivre de leur passion, est-ce que vous auriez un conseil ou est-ce que vous-même vous avez dû faire face
plutôt à des portes fermées, parce que si on parle beaucoup d'inclusivité, j'en sais rien, parce que vous êtes une femme, immigrée, parce que on sait que ça peut potentiellement être des freins. Maintenant, est-ce que ça vous a posé problème ? Ouais, carrément, bien sûr. Et même aujourd'hui, évidemment, moi, en tout cas, dans ma personnalité, je veux toujours aller chercher plus loin. Donc aujourd'hui, j'ai des portes fermées dans certains trucs. On a toujours des challenges de toute façon en tant qu'entrepreneur. Mais ce que je trouve hyper important, c'est que moi, j'ai vraiment cet état d'esprit où un non ou une porte fermée va peut-être me déprimer 10 minutes, mais ça ne va pas m'impacter. C'est tout à fait, il y a un monde entre les deux. Le fait d'être impacté par quelque chose, il faut le vivre parce que ça dit quelque chose de nous et ça ne sert à rien de le refouler en mode « ouais, c'est bon, je m'en fous ». Il faut le vivre. Donc moi, c'est ce que je me dis parfois, je me dis « ok, là, ça m'emmerde vraiment ». Là, je ne suis pas contente, mais je ne laisse pas guider et donner le ton de ma prochaine année, en fait. Donc, des portes fermées, bien sûr, mais moi, j'adore, en fait, les portes fermées parce que ça te pousse encore plus loin. Parce que, en fait, plus tu as de portes fermées, plus tu peux te demander est-ce que ça m'intéresse vraiment ? Parce qu'en vrai, si tu as 2 fois de portes fermées, que tu te dis ah ouais, en fait, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de me battre plus, c'est que c'est pas fait pour toi. C'est qu'au final, il n'y a pas ce feu, justement, qui te fait aller plus loin. Parce que en réalité, moi, il y a même l'écriture ou peu importe, on m'aurait fermé et on me l'a fermé des 50aines de portes, j'aurais jamais eu peur parce que je trouverais un moyen de le faire seule et de montrer la valeur de ce que je viens de faire. Donc, les portes fermées, ça sera toujours le cas et je pense que personne peut dire j'ai tout ce que je veux en claquant des doigts. Il y a toujours des plus loin, un autre niveau, un autre truc. Mais ce qui est plus important que la porte fermée, c'est notre manière d'y réagir, en fait. Oui, parce que ça peut faire peur. Tout à fait, c'est normal. Et vous, dans vos podcasts et dans votre contenu, vous parlez beaucoup de la peur et de comment la vaincre. Et comment on fait ? Parce que c'est pas facile. Plus on se prend de porte fermée, plus ça fait peur. Comment on fait ? Bien sûr. Tout à fait. Moi, j'ai eu la chance d'être élevée en partie par ma grand-mère, Malika, qui était une femme très inspirante et qui m'a toujours appris que la peur... en fait, j'ai une relation très particulière à la peur, c'est-à-dire que quand j'ai peur, par exemple, de me dire ok, là je prends un risque, là je fais un truc de ouf, voilà, je le vois vraiment positivement parce que pour moi, il y a vraiment un pont, la peur et ce qu'il y a de l'autre côté du pont. Vous avez jamais eu peur ? Si, bien sûr, mais c'est pas quelque chose de désagréable pour moi. C'est vrai ? Ouais, c'est pas par exemple si voilà, on me propose un livre et je suis pas très à l'aise, voilà, je peux être un peu stressée en me disant oh mon Dieu, mais je vais pas laisser la peur contrôler ce qui va se passer et je vais quand même le faire parce que je pars aussi du principe que je préfère me ridiculiser que ne pas le faire. Donc il y a vraiment ce truc où voilà, aujourd'hui je suis très à l'aise en talk, en conférence, mais il y a une première fois à tout et la première fois que j'ai fait une conférence, j'étais pas spécialement à l'aise et je me disais bon, qu'est-ce que je vais bien raconter et il faut essayer. Par exemple, au début je préparais mes réponses, aujourd'hui je le fais plus du tout parce que vraiment je me suis rendu compte que ça me va pas du tout et que je préfère vivre le truc. Voilà, j'ai appris aussi à me découvrir et du coup plus on se découvre, plus on va en profondeur dans son identité, qui pour moi devrait littéralement être notre obsession, genre savoir notre identité, qui on est, aller toujours plus au fond de nous-mêmes, c'est extrêmement important. Et du coup, c'est vrai que le fait de me connaître de plus en plus, je sais comment réagir à la peur. Et je trouve que c'est un privilège d'avoir cette peur, pas la peur des femmes quand elles rentrent chez elles le soir, je parle vraiment de la peur dans les projets, dans le fait d'aller plus loin, de prendre des risques. C'est un privilège, ça veut dire que tu es devant un niveau plus supérieur et c'est toi qui as le pouvoir en fait. Qu'est-ce que tu vas faire, c'est toi qui le décides. En fait, je vous trouve très honnête envers envers votre communauté. Surtout quand des fois quand vous postez un podcast, vous dites celui-là j'ai dû le refaire 2 fois parce que je me trouvais pas assez honnête. Et je trouve ça fou. Bien sûr, ouais, bien sûr. Parce que je sens quand je mets un filtre et que je me dis ouais non là j'ai pas l'impression d'avoir dit vraiment ce que je pense, du coup la seule chose qui peut me faire recommencer un podcast c'est de me dire ouais non en fait j'ai l'impression que j'ai ouvert un nouveau truc parallèle et qu'en fait j'aurais dû en parler et du coup je recommence pour me sentir 100% alignée avec mon podcast. Oui, donc c'est pas une question de matériel, c'est pas une question de son, c'est vraiment une question d'honnêteté. Ouais, tout à fait. Ouais. Trop bien. Ah non, le son et tout ça, ouais, j'avoue que je m'en fous. Enfin, souvent, je suis en mode bon, c'est pas grave, vous m'entendez comme si on pouvait me répondre. Donc j'avoue que ça, je m'en fous, mais c'est vraiment je veux sentir que moi-même j'ai évolué dans le podcast. Trop cool. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y aurait des questions dans l'assistance ? Oui. Ouais, merci. Bonjour. Bonjour. Moi, je vous découvre, je ne vous connaissais pas.
Mais je viens de m'abonner là, à votre chaîne sur Spotify. Hâte de vous écouter. Pas de questions. Franchement, bravo pour votre parcours. Merci beaucoup. Et vous êtes vraiment inspirante. Et moi qui suis de nature timide, à me poser mille et une questions, à avoir très peur, etc., ça me parle beaucoup. Et vraiment, je pense que ça va beaucoup m'aider dans ma vie future. En fait, trop bien. Franchement, c'est super inspirant et bravo. Merci. Merci beaucoup. Garth Thérapie. N'hésite pas à écouter. Merci. Moi, je vous suis depuis pas mal de temps maintenant et j'adore ce que vous faites aussi. Merci. Et j'avais une question par rapport au feu intérieur, justement. Comment est-ce qu'on fait quand, vous l'avez très bien dit, en fait, on évolue, on apprend à se connaître plus en profondeur et parfois, en fait, les objectifs qu'on a pu se fixer avant ou la ligne de vie qu'on voyait comme, on va dire, parfaite ne se déroule pas forcément comme ça. Ou, parfois, nos objectifs évoluent, on évolue énormément. Comment est-ce qu'on fait justement pour revenir en soi et pas se laisser trop influencer, on va dire, par tout ce qu'on traverse, par la vie, par les objectifs des autres, la pression extérieure, et pour vraiment rester fidèle à soi, en fait, même dans cette évolution-là? Je pense en fait que ce qui est très important, c'est que il n'y a rien de négatif du fait de s'éloigner de son feu intérieur et de ses objectifs, parce que ça nous permet de mieux y revenir et qu'il n'y a qu'en explorant d'autres choses qu'on peut être sûr que qu'est-ce qu'est notre feu intérieur. En fait, on ne peut jamais être sûr de rien, et je pense qu'il y a vraiment... Moi qui avais un besoin de contrôle immense, je me suis juste mis dans la tête que je peux rien contrôler en fait. Voilà, comme ça tu peux rien contrôler et tu as le contrôle sur rien, et du coup je préfère parfois me laisser porter vers des nouvelles choses, des nouveaux domaines, même expérimenter des nouvelles choses, parce que en fait pour moi quand c'est ton feu intérieur, tu finis toujours par y revenir d'une manière ou d'une autre, et au contraire tu peux découvrir d'autres choses. Mais ça on n'a pas eu le temps de le développer, mais le feu intérieur... Moi, personnellement, il n'y a que comme ça que je me vois avancer dans ma vie. Mais il y a des gens qui n'en ont pas, et ce n'est pas spécialement un problème non plus. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. C'est pas, il faut absolument avoir... Ça peut être d'autres choses. En fait, là, on parle beaucoup de professionnels, mais il y a des gens qui vont développer leur feu intérieur dans tout autre domaine de leur vie. La famille, les activités, le sport, c'est très bien aussi. Donc ici, comme c'est moi mais qui donc il est obligatoire, même si ce n'est pas dans le travail. Ouais, je pense que c'est un peu une des définitions du bonheur, en tout cas, même si voilà, le bonheur est très complexe et il y a plein de facettes pour dire je suis heureuse et heureux. Je pense que c'est un peu comme des vagues dans l'eau, donc parfois oui, parfois non. Mais le feu intérieur, je pense qu'il fait quand même partie de notre nous complet, et qu'on a besoin d'un why, je pense. Et je pense que c'est vraiment très important que ça soit, en tout cas dans n'importe quel domaine, de pouvoir se dire ça me rend vraiment heureux, c'est quelque chose vers lequel j'ai envie d'aller et évoluer là-dedans. En fait, il faut qu'il nous guide. Ouais, je pense. Ouais, faut l'écouter. Ouais, il faut qu'il soit notre boussole. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Amal. Merci d'être avec nous.